Alors, maintenant qu'on voit à peu près, enfin en tout cas en tant que potentiellement auditeur lambda, internaute lambda, je vois à peu près où on va. On a naissance de cette notion que l'on essaye de définir aujourd'hui comme étant l'ésotérisme au début du XIXe siècle. On a naissance des clivages politiques modernes et de ce qui en découle, c'est-à-dire leur radicalité respective à la Révolution et dans les années qui se sont ensuivies. C'est ça, si je vois que Jean-Yves Camus fait la moue. Oui, enfin, plus ou moins. Le paysage politique n'est pas fixé dans les termes que l'on emploie aujourd'hui au moment de la Révolution française. La notion d'extrême droite est au départ une notion géographique dans la disposition des élus au sein de l'Assemblée, non pas révolutionnaire, mais de la monarchie constitutionnelle. Sont d'extrême droite ceux qui siègent le plus à droite de l'hémicycle. Cela permet de rebondir en recitant Stéphane Rials sur ce qu'il disait dans un autre article, à savoir que les droites étaient des droites situationnelles, c'est-à-dire qu'on est non pas à droite dans l'absolu, mais toujours à la droite de quelqu'un qui l'est moins. Mais l'extrême droite, à la période révolutionnaire, elle n'est pas définitivement fixée. Même dans le conspirationnisme de Baruel, par exemple, il y a des choses qui manquent. Il y a des choses qui manquent, notamment l'antisémitisme, qui n'est qu'absolument secondaire chez Baruel. Je n'ai pas souvenir qu'il y ait eu vraiment d'ésotérisme chez Baruel, d'ailleurs. Il y a simplement une paranoïa, j'allais dire, instituée, mais il n'y a pas nécessairement d'ésotérisme. L'ésotérisme commence avec les légitimistes, globalement. Oui. Comment avec le légitimiste, avec les liens entre le début du rosicrucianisme, qui est issu du légitimisme à cette époque-là. Donc c'est fin 19e siècle? C'est milieu 19e. Oui. Puis vous avez le courant nondorfien qui a eu aussi un très grand rôle avec ses 20 traces, c'est ça, avec 20 traces. Quoi. Pour aller dans le sens de Christian Boucher, c'est vrai que l'ésotérisme apparaît à ce moment-là, avec une influence de Maistre et de Baruel. La génération qui nous intéresse ont lu ces deux auteurs. Mais en plus, à l'époque, il y a un renouveau aussi religieux mystique. La période de la Restauration, c'est une période où on voit se multiplier les pénitences, les processions, le retour des cultes, les apparitions mariales. Ça commence vraiment à ce moment-là. C'est quelque chose de tout à fait intéressant. Et ce qui peut expliquer ce retour religieux, c'est justement la période révolutionnaire et l'athéisme révolutionnaire. Alors moi, ce que je pense qu'il a sur le légitimisme est intéressant, c'est qu'en fait, on a un légitimisme français, mais on va se trouver à peu près au même moment avoir un légitimisme en Espagne et un légitimisme en Angleterre avec le jacobisme. Et le jacobisme, enfin vous le savez sans doute tous ici, mais c'est le jacobisme auquel on doit en France la maçonnerie chevaleresque. Écossaise. L'écossisme avec une majuscule. Oui, les rites écossais rectifiés, enfin, oui. Oui. Et c'est eux qui vont donner en Angleterre le radicalisme de droite ésotérique, qui va être assez important. C'est de ce courant que va sortir la Golden Dawn, ou la Société Rosicruciana in Anglia, la Golden Dawn, que va sortir par exemple Aleister Crowley. Moi, ce que je voudrais, c'est qu'on arrive maintenant à schématiser. J'essaye de vous le faire dire, mais comme vous traitez tous trois de disciplines très compliquées, avec de nombreuses ramifications, on va dire, c'est très transdisciplinaire, j'aimerais qu'on essaye de schématiser à quel moment on peut faire le procès-verbal de récollement, c'est-à-dire à quel moment, quelle époque, on peut dire, ça y est, il y a eu un mariage entre l'ésotérisme, soit sous des formes positives, soit sous des formes purement paranoïdes, mais d'une façon ou d'une autre, un mariage entre l'ésotérisme et les radicalités politiques. Parce qu'on a vu, avec les Humiliés de Bavière, il y avait un précédent. Là, Christian Boucher vient nous parler de l'esprit jacobite, de l'esprit stuartiste dans sa diaspora, qui a peut-être aussi instillé quelque chose, puisqu'effectivement, il en est resté en tout cas l'écossisme. Mais à quel moment on peut parler de cette reliance, de ce récollement ? À quel moment et à quelle occasion ? Ou est-ce qu'il y a des occasions remarquables où on dit « Ah, ça y est », on peut dire « Tiens, là, voilà ». Il y aura également l'après 1870, l'après des fêtes, le renouveau, là aussi, on a parlé des apparitions mariales et cette idée selon laquelle la défaite selon laquelle la défaite est une chute. Une chute au sens où la Révolution française l'avait été, c'est-à-dire pas simplement un événement explicable par des causes humaines et politiques,
mais l'apogée d'un long processus, enfin l'apogée si l'on peut dire, d'un long processus de théologie de la défaite, destruction. c'est-à-dire qu'il y aurait une analogie de développer entre la chute et la chute adamique, la chute de la royauté et la chute Théologie adamique. de la défaite, indiscutablement. Oui. Donc une véritable analogie. Pour répondre à votre question, je vois un basculement. C'est pas quelque chose de concret, mais il y a un changement de mentalité. C'est au moment de l'affaire Dreyfus. Là, il y a des choses qui se passent au niveau de l'ésotérisme et des droites radicales. Mais c'est le moment aussi Ça me où semble devient ça de me plus en semble plus tard. éloigné, voire impossible, l'horizon humain de la restauration monarchique. Ça me semble tard, parce que vous avez quand même le grand monarque, ça apparaît beaucoup plus tôt. Oui, mais on va dire que c'est à partir de ce moment-là qu'il y a une visibilité. Oui, mais enfin, Nondorf, c'est quasiment chez fini les à ce moment-là. anti-Dreyfusards, il apparaît qu'il y a des ésotéristes au sens vraiment positif du terme, où c'est simplement la paranoïa, la théorie du complot qui s'installe et qui cherche un os pour s'accrocher, pour exister.